C'est-à-dire que on sent bien qu'aujourd'hui, un jeu qui dépasse 3/4 d'heure de temps de partie, c'est déjà trop long pour un éditeur. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Hors Plateau consacré à Romaric Gallonnier, auteur de jeux. Donc Romaric, bonjour. Salut. Question bête, tu es auteur, mais es-tu joueur? Alors oui, je suis joueur depuis un bon nombre d'années. En fait, si je dois remonter, quand j'étais petit, j'étais plus joueur de jeux vidéo. En tout cas, à partir du moment où mes grands frères étaient trop grands pour jouer avec moi, parce qu'on jouait aussi à des jeux de société à la maison. Et j'ai joué beaucoup à des jeux vidéo, puis après je suis revenu aux jeux de société quand j'avais 20-25 ans. Et donc effectivement, depuis cet âge-là, oui, je suis joueur, toujours aussi de jeux vidéo, mais beaucoup plus de jeux de société. Quand on est joueur, des idées de jeu, on en a parfois, mais ça ne va pas plus loin. Qu'est-ce qui fait que toi, un jour, tu as eu envie d'aller plus loin, de devenir auteur de jeu? Je pense que ça dépendait du groupe de joueurs avec lequel j'étais à un moment. C'est-à-dire que on jouait beaucoup avec des copains où on était souvent en train de, peut-être des fois par mauvaise foi, ou enfin voilà, pour le plaisir en tout cas, on était souvent en train de vouloir remettre en question les règles, en pensant qu'on était meilleur que l'auteur lui-même. Souvent ça aboutissait à des trucs qui étaient pas meilleurs du tout. Mais des fois même, au moment où on expliquait les règles, on avait envie d'autre chose. Donc ça nous arrivait de faire nos propres variantes maison. Et c'est marrant parce que d'ailleurs les joueurs de ce groupe-là, Laurent Toulouse, Michael Halimi, sont quand même encore aujourd'hui un peu dans le milieu de la création de jeux. Et c'est venu de là. Et puis après, à un moment donné, je me suis dit consciemment, je vais créer des jeux. Alors c'était une décision un peu comme on se lève le matin, on a une idée, donc je me suis dit tiens, je vais me mettre vraiment à créer des jeux, je vais voir ce que ça donne. Et à partir des idées que j'avais, j'ai essayé de le faire assez méthodiquement. C'est-à-dire que au début, je me suis pas dit je vais créer un jeu, il va être super. Je me suis plutôt dit je vais me faire la main. C'est-à-dire au début mes jeux vont pas être très bons, j'en avais conscience. Mais je vais passer les premiers, c'est-à-dire les premiers vont être un peu des petites esquisses quoi. Et puis après au fur et à mesure, je vais essayer de m'améliorer. Et donc dès le début, je m'étais fait un programme où je m'étais dit je vais créer un jeu par semaine. Donc je faisais tester ça à ma copine. Puis après assez rapidement, elle m'a dit que bon, les tests des jeux pourris ça allait. Mais c'était une manière pour moi de me faire la main. Et après, j'ai un peu formalisé ça en fait avec j'ai un document Word où je répertoriais en fonction des mécaniques de jeu toutes les idées que je pouvais avoir. Donc bien sûr, hein, je m'inspirais de jeux auxquels j'avais joué qui me plaisaient et ça a donné un document de 70 pages où j'avais plein d'idées comme ça en vrac. Et régulièrement, mais encore maintenant, ça m'arrive de piocher dedans pour me servir un peu de boîte à idées quoi. Et donc du coup, selon toi, est-ce qu'être auteur de jeu, c'est un statut qu'on acquiert à la signature d'un contrat d'édition ou au contraire, dès la confection d'un proto? Alors pour moi, être auteur de jeu, c'est pas être édité, c'est plutôt être être à partir du moment où on est dans une démarche d'édition. Pour moi, c'est ça, être auteur. C'est-à-dire qu'on peut créer un jeu comme les enfants créent leur propre jeu d'ailleurs. Et les enfants sont pas auteurs de jeu pour autant. Pour moi, c'est à partir du moment où on se projette dans l'édition de sa création qu'on devient auteur, c'est-à-dire on cherche un peu à se professionnaliser au final, même si c'est pas dans l'optique d'en vivre forcément. Et donc il y a des gens qui ont créé plusieurs jeux, mais qui le font plus sur le mode du loisir. Et dans ce cas-là, peut-être que pour eux ça reste juste un loisir et ils se considèrent pas comme auteurs. Et d'autres personnes qui, dès une première création, ils vont essayer de se projeter dans mais il faut que je fasse des festivals, il faut que je montre mon prototype, il faut que je le fasse tester, il faut que j'ai des retours de professionnels. Et donc pour moi c'est ça, d'avoir une démarche d'auteur, c'est de se projeter par rapport à un marché, par rapport à un public, etc. Et donc tu es auteur depuis 2011 et tu présentes donc des jeux à des éditeurs. Est-ce que tu as vu une évolution de leurs attentes lors de ces présentations au fil des ans? Alors je pense que c'est surtout moi qui ai évolué pendant ce temps-là.
Depuis 5 ans, je pourrais pas dire que je vois vraiment une évolution, même s'il y a des tendances quand même assez fortes. C'est-à-dire que on sent bien qu'aujourd'hui, un jeu qui dépasse 3/4 d'heure de temps de partie, c'est déjà trop long pour un éditeur. On sent bien qu'il y a aussi une tendance du coup à réduire les règles. Donc il faut que le temps d'explication de règles soit au minimum. Donc la tendance du jeu minimaliste, je pense, quand même a beaucoup pesé. On est aussi beaucoup dans le jeu d'ambiance, j'ai l'impression, c'est-à-dire que les éditeurs, je pense, recherchent beaucoup de jeux de communication, de jeux d'ambiance, peut-être plus qu'il y a 5 ans, effectivement, où on était plus dans une optique de jeu sérieux. Puis après, il y a la grosse tendance du moment, c'est aussi les jeux coopératifs. Enfin, voilà, je pense que ça, il y a 5 ans, c'était encore assez peu présent. Et maintenant, il y a un marché, il y a des gens qui aiment bien ça, et donc il y a aussi une demande des éditeurs d'avoir des bons jeux coopératifs, parce qu'en général, il y a assez peu de titres encore, il y a assez peu d'offres quand même de jeux coopératifs, et je pense qu'il y a toujours moyen de creuser dans ce sens-là. On dit qu'il y a 3 manières de démarrer la création d'un jeu: le thème, la mécanique et le matériel. C'est vrai? Et si oui, c'est quoi ta méthode? Alors il y en aurait peut-être une quatrième manière, parce que ça m'arrive des fois de rechercher plutôt une expérience, c'est-à-dire de me dire, c'est pas tout à fait de la mécanique, c'est pas vraiment du thème non plus, c'est-à-dire de me dire quelle expérience je veux faire vivre aux joueurs, et je vais partir de cette sensation-là que je veux faire vivre pour la traduire en mécanique de jeu. Concrètement, par exemple, je pourrais pas dire pour Arg, parce que pour Arg, c'était plutôt issu de la mécanique quand même à la base. Mais dans ma démarche de pensée, je réfléchis plus d'abord en qu'est-ce qui va se passer autour de la table, quelle expérience j'ai envie de faire vivre aux joueurs. Et souvent je suis assez loin du thème, et le thème je le raccroche après. Alors les gens qui testent régulièrement mes prototypes, ils savent que bon, le thème est assez peu présent, et c'est pas du tout ce sur quoi je me base. Et il y aurait peut-être une autre entrée, ouais, qui est plus en sens de quelle expérience on veut faire vivre. Comment fais-tu pour savoir qu'un jeu est présentable à des éditeurs? Un jeu présentable, on essaye de soigner un petit peu sa maquette déjà, même si bon, ça reste souvent assez primaire enfin, c'est pas nécessaire de faire un beau prototype pour le présenter à des éditeurs. Le jeu est présentable à partir du moment où on a enlevé les plus gros bugs qu'il peut y avoir dans le jeu, et où on pense on pense que notre idée est quand même suffisamment originale pour sortir du lot, et donc ça part sur une connaissance un petit peu du monde du jeu de société, c'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment de références pour savoir si on est suffisamment original ou pas. Le jeu est présentable quand il fait vivre, quand il donne l'impression aux joueurs que il a entre les mains quelque chose qu'il a jamais vu. Donc je pense que c'est ça le critère. Donc même si le prototype est moche, même s'il a pas de thème, comme ça, moi ça m'arrive de faire des jeux sans thème, enfin à la base, je pense que c'est cette sensation-là d'un peu de nouveauté, de fraîcheur, même si ça va être un petit aspect du jeu, mais c'est ce que je recherche. Et si j'ai pas cette sensation-là, je vais éviter je vais le laisser plutôt reposer chez moi. Je vais continuer à y réfléchir, mais je vais pas forcément le montrer. Je pense que les éditeurs, veulent quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà, c'est normal. Est-ce qu'un auteur de jeu, ça gagne bien sa vie? Alors malheureusement pas spécialement bien. En fait, pour gagner sa vie simplement en tant qu'auteur, il faut, je pense, avoir un jeu qui a vraiment du succès à un moment donné, ou alors il faut être vraiment productif au point que on a peut-être une dizaine de jeux en même temps sur le marché, peut-être un peu moins, mais disons qu'il faut avoir suffisamment de jeux en même temps qui se vendent pour en vivre. Donc il faut soit être très productif, soit avoir le succès, c'est quand même aussi un peu un coup de chance, hein, donc il faut soit se reposer sur sa productivité, soit sur sa chance.
Moi, je peux vivre du domaine du jeu de société maintenant, parce que je fais aussi de l'animation à côté. Et donc ça, pour l'instant, c'est plus l'animation de jeu qui me permet de gagner de l'argent. Mais il paraît que mes derniers jeux se vendent bien, donc c'est possible que à un moment donné, je vive que de mes jeux de société. Oui. Mais effectivement, oui, c'est une problématique parce que on a un milieu qui se développe beaucoup, et ça serait légitime que les auteurs puissent avoir les moyens d'en vivre aussi, parce que c'est un maillon essentiel, évidemment. Et de plus en plus d'auteurs sont dans cette dynamique-là, de faire leur travail très sérieusement, de faire les festivals, d'avoir une démarche très pro vis-à-vis des éditeurs. Et ça serait bien qu'à un moment donné, on arrive à avoir de meilleures conditions de rémunération, peut-être. Enfin, trouver un moyen pour que les auteurs puissent vivre un peu plus facilement de leur métier.